Madame la députée, monsieur le député, Madame la représentante permanente, monsieur le représentant permanent, mesdames, messieurs, d'abord c'est un plaisir de revenir dans ces locaux où j'ai travaillé pendant quelques années aussi, et surtout de retrouver un certain nombre d'amis et de collègues qui ont fait un certain parcours aussi avec moi. Et je vous remercie de m'inviter à essayer d'esquisser quelle Europe nous aurons ou quelle Europe nous voulons en 2029. C'est un exercice périlleux, difficile, parce que si on m'avait demandé quelle Europe voulez-vous en 2020, on n'aurait pas prévu ni la guerre en Ukraine, ni la pandémie, ni maintenant la tragédie que nous vivons au Proche-Orient. Donc, nous vivons des temps extrêmement instables, très incertains, et peut-être ça nous ramène quelque peu à la vie aussi de Robert Schuman. Déjà, sa vie, sa biographie traduit les changements qu'il a vécus, puisqu'il est né au Luxembourg, il était allemand, il était français, il a fait des études en Allemagne, il est devenu ministre français, tout cela à une époque où effectivement l'Europe connaissait des turbulences, voire des tragédies absolues. Et la vie de Robert Schuman est marquée aussi par cette tragédie européenne. Je crois que ce qu'il a transformé, c'est à la fois son expérience du vécu, de la frontière, comme vous l'avez dit, ou des frontières, mais aussi du changement des frontières, qui était chaque fois le résultat de guerres entre voisins et avec des tragédies personnelles énormes. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Europe, certes dans notre partie de l'Europe, tout cela paraît inconcevable. Mais pas très loin d'ici, la guerre est revenue en Europe. La guerre est là, et ce serait une grande erreur de penser que cette guerre ne nous touche pas directement. Et elle nous touche parce qu'elle, finalement, ébranle un certain nombre de certitudes sur lesquelles on a vécu et sur lesquelles on a pu vivre grâce, entre autres, à Robert Schuman. Parce que l'obsession de Robert Schuman et de ceux qui ont finalement posé les fondements d'abord la communauté du charbon, de l'acier, du charbon et de l'acier, et ensuite la communauté économique européenne, c'était l'obsession: comment est-ce qu'on va bannir la guerre du continent européen? Je crois que ça, c'est une obsession de tous ceux qui ont fait l'Europe. C'était l'obsession à la fois de Robert Schuman, de Monnet, mais aussi de tous ceux qui ont accompagné cette grande entreprise. Et donc, pour moi, la première chose, c'est une réflexion: comment est-ce qu'on va, dans l'avenir, garantir la sécurité et la paix en Europe dans les années à venir? 29, c'est loin et c'est très proche. Et donc, notre réflexion doit être: comment est-ce qu'on va finalement réussir à protéger cette Union européenne qui est en voie aussi d'être élargie, en la protégeant et en lui assurant absolument une situation de paix, de réconciliation et de prospérité. Et donc, pour moi, 29 nous laisse peu de temps parce que nous avons maintenant lancé des projets énormes. Le premier grand projet, c'est l'élargissement. Je crois que c'est une décision extrêmement courageuse,
mais c'est une décision aussi qui est motivée précisément par la nouvelle géopolitique à laquelle l'Europe est confrontée. Nous avons cru que les frontières étaient les frontières, depuis l'acte d'Helsinki, que finalement la guerre, c'était une éventualité impossible, et nous l'avons maintenant tout près de chez nous, et nous rencontrons dans nos rues des Ukrainiens qui ont dû se réfugier, et nous avons vécu il y a un mois, un peu plus d'un mois, une tragédie énorme qui nous ramène aux expériences les plus noires, les plus sombres, les plus terribles, précisément l'attaque du 7 octobre contre des citoyens israéliens, contre les Juifs, avec des massacres qui nous rappellent effectivement quelque chose de terrible. Et donc, je crois que l'Europe de 29, il faut l'imaginer en ayant à l'esprit le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est un monde devenu assez sauvage. Alors bien sûr, vous allez me dire, le monde a été toujours sauvage. Et c'est finalement ce petit cap européen qui a été maintenant depuis 1945 protégé. C'est vrai, mais cette protection n'est plus absolue, les risques sont énormes. Et donc, le choix que nous avons, c'est très clair. Ou bien l'Europe se renforce, ou bien les solidarités internes que Robert Schuman évoquait s'élargissent et effectivement se renforcent aussi, ou bien l'Europe risque de devenir à la fois un enjeu et non plus un acteur. Et je crois que c'est ça, en fait, que nous devons préparer maintenant. C'est d'abord en travaillant sur un chantier fondamental pour moi, et je le dis, bien que je sois plutôt un grand pacifiste, c'est la sécurité, c'est la défense. Je crois qu'il n'y a pas d'Europe sans maintenant engager une politique en matière de sécurité et de défense. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que là aussi, nous avons des incertitudes terribles. Pensez un moment à l'éventualité, qui n'est pas totalement à évincer, à une élection aux États-Unis qui nous ramènerait quelqu'un qui déjà voulait supprimer l'OTAN, qui nous annonce qu'il va faire la paix avec Poutine en 24 heures. Donc, vous voyez l'enjeu pour l'Europe, la responsabilité de tous les Européens maintenant de travailler à la sécurité européenne et aux forces propres de l'Europe pour assurer cette sécurité. Je crois que ça, c'est clair. Nous n'allons pas suffisamment vite. Nous avons toujours des réflexes qui sont des réflexes trop nationaux. La preuve, bon, je n'aime pas trop le dire, mais nous voyons que nous sommes bercés un peu d'illusions, puisque nos capacités de défense, et notamment aussi nos capacités industrielles en matière de défense, sont absolument sous-développées. Et c'est un enjeu, notamment par rapport à l'agression russe contre l'Ukraine, parce que sans une Europe qui est capable aussi de fournir ce que nous avons promis, cette guerre reste ouverte, et que nous savons tous que Poutine ne va pas un beau jour décider qu'il va se retirer de l'Ukraine et que finalement on va entrer dans des négociations. Ce n'est que grâce à la résistance, d'ailleurs admirable, du peuple ukrainien, mais la résistance doit être bâtie sur effectivement aussi des capacités, y compris des capacités militaires. Donc pour moi c'est clair, l'horizon 29, c'est travailler à la sécurité et à la défense de l'Europe. Premier grand chantier. Et d'ailleurs, Schuman, qui avait tout cela en tête, parce qu'il avait connu la Première Guerre mondiale, et il était un peu le résultat aussi de la tragédie
de 70, quand finalement la France a perdu l'Alsace-Lorraine. C'est cela qui explique ces changements de nationalité. Et il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Il a conçu aussi la CECA, ayant à l'esprit, il faut que l'Europe se dote d'une industrie forte. Et à l'époque, le charbon et l'acier, c'était quand même la base aussi d'une industrie militaire. Et d'ailleurs, Schuman ne s'est pas arrêté là. Et il a toujours défendu l'idée aussi d'une Europe de la défense. Malheureusement, c'est son propre pays qui a sabordé la communauté européenne de défense très peu de temps après finalement la création de la CECA. Et donc, je crois que nous devons retrouver cela, nous devons continuer à construire cette Europe de la défense, de la sécurité, en d'ailleurs nous dotant aussi des industries nécessaires à cela. Donc, je crois que l'autonomie de l'Europe, c'est d'abord ça, c'est la défense, c'est la capacité de nous défendre et aussi d'assumer nos responsabilités sur le continent européen. Mon deuxième chantier important, qui est lié d'ailleurs au premier, c'est l'enjeu de la démocratie. Ce qui est inquiétant quand on regarde aujourd'hui la situation en Europe, c'est que les élections aux Pays-Bas, je crois que tout le monde a subi le choc, mais ce n'est pas le seul choc, nous en avons eu d'autres. Nous avons eu une situation dans d'autres pays, y compris en Slovaquie, etc. Je ne vais pas les énumérer tous. Donc, il y a un enjeu démocratique pour l'Europe. Et je crois que la conviction de Schuman, c'était il faut ancrer la démocratie définitivement sur le continent européen, parce que sans démocratie, il n'y a pas de paix. Finalement, reprenant la fameuse phrase de Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Et c'est vrai, le nationalisme, ce n'est pas la paix, en tout cas. Le nationalisme nous divise, le nationalisme ne nous permet pas d'avancer. Et donc, je crois que c'est l'enjeu de la démocratie. Il faut que tous les démocrates en Europe se mobilisent. Nous aurons des élections européennes l'année prochaine, et c'est un moment décisif pour l'Europe. C'est un moment décisif et donc un moment où les mobilisations de tous les démocrates est absolument nécessaire pour, à la fois, et je crois que je n'exagère pas, pour sauver le projet européen et pour construire une Europe plus forte à l'horizon de 29. Mon troisième point, c'est très lié aussi à la démocratie, c'est le modèle européen que nous voulons. Quelle Europe voulons-nous? Quel est le modèle social européen que nous voulons? Puisqu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de cohésion sociale sans effectivement assurer que dans cette Europe unie, les citoyens ont l'impression que l'Europe les protège, que l'Europe tient compte de leurs soucis, de leurs peurs, et que effectivement tout ce qu'on est en train de construire comme politique indispensable en Europe, notamment en matière de protection et de combat contre le changement climatique, que tout cela se passe de façon juste et équitable. Donc je crois que le message qu'il faut donner et sur lequel il faut travailler concrètement avec des mesures concrètes, c'est que cette transition climatique qui est indispensable à la fois pour l'Europe, mais aussi pour la planète, où l'Europe doit être finalement à la pointe du développement, ça doit être une entreprise de justice et d'équité. Et donc, la cohésion sociale dans nos pays est indispensable, et nous voyons qu'effectivement, tout ce qui se passe en matière d'exclusion, en matière de pauvreté en Europe, puisque nous avons un réel problème de pauvreté, d'inégalité croissante. Je crois que c'est un enjeu aussi pour la solidité et la force de l'Europe pour l'avenir. Et mon dernier point, c'est lié à ça, c'est que le monde change fondamentalement, est en train de changer fondamentalement. Quelqu'un a dit, nous ne pouvons pas être des herbivores dans un monde de carnivores. Parfois, j'ai l'impression que nous voulons vraiment, nous insistons à vouloir rester des herbivores, ce qui est sympathique a priori,
mais le danger, c'est que les herbivores se font souvent bouffer par les carnivores. Et donc, je crois que c'est les structures que nous devons mettre en place, à la fois pour assurer la démocratie, mais aussi pour assurer le développement économique de l'avenir, doivent, je crois, changer un peu de paradigme. Nous vivons encore dans un monde où finalement nous pensons que les critères de libre concurrence, etc., sont essentiels et intouchables. Alors, je ne suis pas contre la libre concurrence. Je crois qu'elle est essentielle. Je ne suis pas contre le marché intérieur. Il est essentiel. Mais il faut situer tout cela dans un nouveau contexte globalisé. Et on ne peut pas être attaché à certains principes quand tout le monde autour, que ce soit aux États-Unis, en Chine, applique d'autres principes, applique d'autres politiques. J'ai lu juste avant de venir que, notamment en matière d'investissement, l'Europe avait pris un énorme retard, notamment, je ne parle même pas de la Chine, par rapport aux États-Unis. Nous voyons aujourd'hui que les États-Unis essayent de rattraper un certain nombre de retards, parce qu'ils ont eu une foi assez aveugle aussi à un moment dans la globalisation, et notamment la délocalisation. Ils sont en train de relocaliser un certain nombre d'activités sur le continent, enfin, aux États-Unis. Et je crois que l'Europe doit être réaliste et nous devons reconstruire aussi nos économies sur cette base. Si nous ne sommes pas parmi les premières puissances en matière d'intelligence artificielle, nous allons perdre la course à l'échelle globale. Nous allons la perdre. Nous allons la perdre économiquement, nous allons la perdre socialement et nous allons la perdre sur le plan de notre sécurité. Donc tout cela se tient. Et donc 29, ce sera sûrement 5 ans décisifs, très décisifs, parce que nous vivons cette rupture à l'échelle globale, nous vivons la rupture à tous les échelons, d'ailleurs aussi dans nos sociétés, et je souhaite ceux qui doivent prendre les décisions pour cette période, cette législature, l'inspiration d'un Robert Schuman, parce que en 1950, mettre les Allemands et les Français ensemble, il fallait être luxembourgeois pour le faire. Merci.